Un très grand bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire exclusif d'Easy Bourse, en compagnie de Jean-François Michlitz, qui est en charge des partenariats pour la France chez Franklin Templeton. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, bonsoir Imen. Alors, Jean-François qui va nous parler notamment des infrastructures cotées et qui va nous faire un zoom en particulier sur un fonds vedette de Franklin Templeton que l'on aura l'occasion de présenter. Juste une précision, cette session se veut interactive, donc n'hésitez absolument pas à poser vos questions. Donc, on y répondra avec Jean-François tout au long de la session. Donc, Jean-François, je présente tout de suite tes slides en l'occurrence. Du coup, tu vas commencer par nous rappeler qui est Franklin Templeton. Oui, donc Franklin Templeton, c'est une société de gestion indépendante qui a été créée en 1947 aux États-Unis et qui est présente en France depuis 31 ans. Sans interruption. Voilà. Et moi-même, j'y travaille depuis 21 ans. Voilà. Auparavant, je travaillais dans une autre société de gestion américaine. Et Franklin Templeton est non seulement présent en France depuis maintenant donc plus de 30 ans, mais donc possède, vous voyez, est présent dans plus de 150 pays. Et la France est un des endroits où on est présent historiquement. Alors, vous avez au tableau quelques chiffres. Voilà, ça, c'est nos encours, 1500 milliards de dollars, qui se répartissent de façon assez égale entre les actions et les obligations. Puis après, on a la partie marché non coté, ce qu'on voit ici dans les alternatives, donc entre le private equity et la dette privée. Un peu de gestion flexible et multi-actifs et un peu de gestion de trésorerie. Voilà. Et peut-être simplement, et pour aller vite, ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on est un groupe donc multi-expertise, ça c'est sûr. On fait à peu près tout, aussi une gamme d'ETF qui est présente chez Easy Bourse aussi, qui n'est pas présente sur ce tableau. Mais on est en plus multi-boutique. Voilà, ça c'est vraiment notre caractéristique principale. C'est que Franklin et Templeton, voilà, merci Imen, ce sont deux sociétés de gestion clairement distinctes qui se sont rapprochées à la fin des années 80. Et qui ont inauguré ce modèle multi-boutique. Alors, pour faire simple, au tableau, j'ai regroupé une douzaine de sociétés de gestion sous le nom Franklin Templeton. C'est l'héritage historique donc, de ces rapprochements, avec tout un tas de sociétés de gestion, une douzaine. Et ça, les nouveaux logos que vous voyez, ce sont les dernières sociétés à avoir rejoint le groupe. Alors, les dernières, en l'occurrence, il y a des achats qui sont assez récents, comme Putnam, et d'autres, comme Clearbridge, dont on parlera, qui ont maintenant plus de 6 ans. Voilà. Vous noterez aussi la présence de Lexington, le numéro 1 du private equity sur le secondaire, et puis il y a aussi, en termes de dette privée, Benefit Street ou Alcentra. Voilà. Donc, c'est une vraie richesse chez nous, et ça nous permet de vous parler des perspectives de marché de façon dégagée, justement, de tout point de vue spécifique d'un gérant ou d'un autre au sein du groupe. Et ça, c'est une vraie richesse, je tiens vraiment à le préciser. Donc voilà, et alors si on parle un petit peu marché, Imen, donc là, on a quelques diapos. Effectivement, on a donc le Standard & Poor's avec la chute donc de début de l'année, et puis le fameux Independence Day, et donc après le rebond. Et donc à l'heure actuelle, voilà, les marchés se positionnent un petit peu en perspective, soit plus compliqué, soit haussière. Le mois de juin a été un excellent mois sur le S&P. L'indice a battu des records. On ne l'a pas vu en Europe parce que concomitamment, on a eu un affaissement du dollar. Et on pourra en reparler. Mais effectivement, l'objectif des analystes, on le voit, c'est quand même voilà, une décélération un petit peu de l'économie. Mais malgré tout, nous, on est plutôt positif sur les résultats des sociétés américaines en particulier, mais pas que. L'horizon s'est aussi un petit peu éclairci au niveau des sociétés européennes. Il faut dire que le mois de juin a bénéficié globalement un peu de, on va dire, d'un discours qui a évolué sur les tarifs douaniers. Et donc, bon, bah, on a eu un fort rebond, mais on en reparlera tout à l'heure à l'aune du fond. Je crois qu'on a quelques diapos voilà, qui sont intéressantes à regarder. Il y a deux graphiques sur cette diapo. Le premier graphique en bleu ciel qui mesure la volatilité, voilà, classique.
Et puis, le graphique en bleu qui mesure lorsque cette volatilité dépasse 2 écarts types dans la journée. Et une des caractéristiques des mois qu'on vient de vivre, c'est qu'un coup de tweets, qui souvent d'ailleurs sont écrits, enfin de tweets, c'est plus des tweets maintenant, ça a un autre nom, mais qui sont écrits le soir, on peut avoir des déclarations du président Trump qui font que la volatilité dans la nuit ou intraday est peut-être importante. Et ce qu'on voit ici s'afficher, effectivement, c'est cette volatilité qu'on a vue tout au long de ces derniers mois. Et peut-être 2 mots sur la baisse qu'on a connue sur les marchés US. Si on se positionne depuis 1950, c'est la 5e baisse la plus rapide qu'on ait connue sur le marché actions US. Et donc, en général, pour atteindre 60% d'investisseurs négatifs sur le marché actions US, il faut attendre qu'il y ait une baisse de 20%, moins 20 donc, sur le S&P. Or là, dans cette baisse-là, on a atteint les 60% d'investisseurs négatifs sur le S&P 500 avec une baisse de moins 12. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en général, 60% d'investisseurs négatifs, ça signale un point d'entrée intéressant sur le marché actions US. Et à nouveau, ce point d'entrée, eh bien, correspondait à un des mois les meilleurs sur le marché actions US depuis en fait, l'élection de Trump. Voilà. Et alors, le petit point macro, c'est que la Fed, effectivement, se trouve dans une situation difficile. Je ne veux pas être trop technique, mais en gros, vous avez ici en bleu la trajectoire donc sur le graphique de gauche des taux de la Fed. Et puis, vous avez en violet, en quelque sorte, ce que la Fed pense qu'elle-même va faire. Vous savez que la Fed est composée de différents membres, les membres du FOMC, Federal Open Market Committee. Chacun vote et eux-mêmes émettent des opinions sur ce que les autres vont voter. Et donc, ce que vous voyez en violet, c'est la trajectoire supposée de la Fed par les membres de la Fed. Mais ce que le marché lui anticipe, ce n'est pas vraiment ça. Donc, vous voyez, c'est d'abord, parlons clairement, c'est 2 baisses en 2025, on les voit, donc 4,38, on descendrait à 3, quelque chose. Et puis après, il y aura encore des baisses continues pour arriver à atteindre une dernière baisse en 2027. Le marché, lui, il anticipe une situation différente. Il anticipe 2 baisses en 2025 et une baisse beaucoup plus marquée sur la période 2026 pour arriver à un point bas en 2026. C'est sûrement un rebond pour atterrir à peu près au même niveau que ce que pense la Fed. Voilà. Mais tout ça, il reste très incertain et c'est corroboré par le graphique de droite, cette fois-ci, où on voit les projections médianes des membres de ce fameux comité qui compose la Fed, avec les dernières prévisions qui sont sorties là au mois de juin, et les projections de mars. Or, vous savez que la Fed a 2 mandats, celui de maintenir l'emploi à un bon niveau et de battre l'inflation. Or, là, sur les 2 mandats, eh bien, elle avoue son échec. Alors, ces prévisions elles-mêmes, elle a avoué qu'elles étaient très incertaines. Mais nous, au vu des discours et de tout ce qu'on a, on pense que la Fed devrait favoriser l'emploi aux États-Unis. Et donc, voilà, on pense que tout ça, en tout cas en termes de projection économique, ça montre que la Fed reconnaît qu'il y a des risques. Celui d'une décélération, celui surtout d'une inflation qui serait mal maîtrisée. On a le budget là, qui va passer aux US. Enfin, on ne sait pas s'il va passer, justement, il doit passer dans les 2 chambres, on va voir. Mais effectivement, il entraîne des dépenses importantes. Dans ce contexte, moi, je voulais effectivement, avec Imen, vous parler des infrastructures cotées. Et c'est important de dire cotées parce qu'on est dans un monde où les médias parlent des infrastructures de tout type, les cotés, les non-cotés, et on mélange un peu tout ça. Et donc, c'est important de faire déjà la différence entre les deux et de vous dire pourquoi les infrastructures cotées. Et donc, je crois qu'il y a 4 grandes idées. D'abord, on n'atteindra sûrement pas l'objectif net zéro en 2050. Mais on va vers un monde décarboné qui utilise moins d'énergie fossile et qui fera appel à d'autres formes d'énergie qui nécessitent des infrastructures. Nouvelles formes d'infrastructures, ça pourra être l'hydrogène, peut-être un jour pour l'aviation. C'est d'ores et déjà tout un tas de nouvelles énergies en passant par l'éolien, le solaire, etc. Et donc, il y aura des investissements nécessaires et il y en a d'ores et déjà dans ces infrastructures qui permettent la décarbonation. Il y a évidemment tout ce qui est les réseaux de transmission de données.
d'ores et déjà, hein, pas la peine d'aller très loin, on voit que depuis 2019, on est passé de 19 milliards dépensés par année pour garder l'appareil fonctionnel, c'est-à-dire en CAPEX, à 24-25 milliards sur tous les opérateurs mondiaux. Or, vu la multiplication de la transmission de données qu'il devrait avoir d'ici 2035, pratiquement x4, non seulement on aura une augmentation des investissements dans ces réseaux de transmission de données, mais aussi des nouveaux investissements dans de nouveaux types de réseaux. L'IA et la croissance des données, même avec les modèles DeepSeek moins gourmands en énergie, l'IA est une consommatrice d'électricité de façon très importante. Et là aussi, c'est une façon de jouer finalement à travers les infrastructures en électricité décarbonée, de jouer l'IA à des niveaux de valorisation beaucoup plus faibles. Voilà. Et il y a effectivement une grosse différence entre les infra cotés et non cotés. Les non cotés concernent plutôt des infrastructures qui peuvent être très croissantes, très liées par exemple à l'exploration de nouvelles énergies, à leur acheminement, etc. Ou elle peut être très sociale, hôpitaux, écoles, infrastructures, on va dire, sociales. Nous on est plutôt sur le cœur des infrastructures, on le verra tout à l'heure dans un instant, et on est plutôt sur des infrastructures cotées, c'est-à-dire beaucoup moins chères que les infrastructures non cotées, parce qu'il y a eu l'année 2022, parce que les taux, même si la classe d'actifs, on le verra, était très résiliente en 2022, ça prouve son côté défensif, elle a quand même été elle est en retard par rapport à son rendement. C'est-à-dire le rendement de la classe d'actifs en termes de performance d'actifs financiers est en dessous de son rendement intrinsèque. Voilà, et ça, on vous le montrera tout à l'heure. Voilà, alors merci Imen de passer la diapo. On parlait de différents types d'infrastructures. De quoi parlons-nous donc chez Franklin Templeton lorsqu'on parle d'infrastructure, et plus particulièrement chez ClearBridge? Eh bien, on parle du cœur de ces infras, des choses que vous faites tous les jours, tous les matins, sans même vous en rendre compte. Des choses qui sont tellement ordinaires, en fait, qu'elles sont passées inaperçues et qui sont pourtant essentielles. Et souvent, dans le premier groupe, complètement déconnecté du rythme de l'économie, du PIB local ou mondial. C'est-à-dire se lever le matin, se laver, se préparer un café, voilà, allumer la lumière, se chauffer. Ce sont des infrastructures qui sont réglementées par des contrats de cession de long terme. Et ces contrats de cession, entre 7 et 12 ans, nous permettent d'avoir une vision très claire sur les futurs dividendes et les futurs cash flows. Parce que tout ceci est déjà écrit à l'avance, est déjà négocié dans ces contrats de cession. Donc, c'est ce côté défensif qui nous intéresse, mais aussi dynamique, parce que complètement déconnecté du rythme de l'économie et sont des besoins fondamentaux. Voilà. Et donc, ce côté défensif, malgré tout, avec un côté dynamique, et on parle d'abduction d'eau, des distributions d'électricité, de gaz, d'énergie renouvelable. Voilà. Et de l'autre côté, l'autre groupe que nous, on regarde beaucoup, c'est les actifs payés par les utilisateurs. Là, encore une fois, des choses complètement ordinaires qui nous permettent de nous déplacer, de communiquer, d'acheter des biens, de se les faire livrer. Donc, on parle de chemin de fer, de routes, d'aéroports, d'infrastructures de communication, de ports, tout type d'infrastructures payées par leurs utilisateurs. On est un peu plus lié au PIB, mais on est soit à la source de l'activité économique, soit à sa résultante directe. Voilà ce qu'on aime, nous, dans ce monde des infrastructures. On ne va pas voir du côté du social et trop du côté de la croissance. On aime aussi ce côté décorrélant du cœur des infras. Et enfin, les infrastructures, du coup, si on se résume, elles offrent une croissance significative parce qu'on en a un besoin fondamental, c'est des besoins séculaires, et donc c'est une croissance séculaire. C'est le résultat de l'activité économique, mais c'est aussi le moteur de cette activité économique. C'est des flux de trésorerie stables et des dividendes prévisibles. Donc ça, c'est ce côté défensif qu'on aime beaucoup. Voilà. C'est souvent des contrats hedgés, couverts sur l'inflation. Ça, c'est l'autre aspect qui est fondamental à retenir. Et d'ailleurs, on a un objectif indexé sur l'inflation. C'est-à-dire que ces contrats ont souvent dans leur clause la possibilité d'augmenter leur prix en fonction de l'inflation locale. Et c'est ça qui nous intéresse aussi parce qu'elles offrent du coup une couverture contre l'inflation. Et c'est une réelle diversification si on reste dans le cœur de ces infras. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau fondamental. Maintenant, au niveau macroéconomique, il y a des choses intéressantes à retenir aussi en ce moment. C'est que si on regarde depuis là, cette graphique, vous voyez, il y a la série en dessous qui commence dans les années 80. Ça, ce sont les performances des infrastructures
6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans après le pic de la hausse des taux par rapport aux actions internationales. Et on le voit déjà par rapport à juillet 2024, si on compare les indices infra cotés par rapport aux actions internationales, elles surperforment d'ores et déjà la classe d'actifs. Et donc, il est intéressant de se positionner en ce moment sur ces infras parce que historiquement, en général, on a de très bonnes performances après le pic de la hausse des taux et c'est le cas en ce moment. On le verra tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est une raison complémentaire. Et donc, je voulais maintenant vous parler un petit peu de quelle est notre légitimité, en quelque sorte, à parler d'infrastructures, en particulier chez ClearBridge. Donc, je vais vous dire un mot chez ClearBridge. D'abord, ClearBridge, c'est un gérant global qui gère autour de 198 milliards de dollars, qui est présent globalement dans le monde, c'est ça que je veux dire, qui fait partie de l'ombrelle des fonds Franklin Templeton, et qui est un gérant action. Mais nous, on a la possibilité de vraiment isoler ce qui est intéressant chez ClearBridge et ce qui vraiment ressort, c'est cette expertise qui date de 2006 en fait sur les infrastructures et qui est symbolisée par cette équipe, une des plus importantes et des plus anciennes qui gère les infrastructures à partir de l'Australie. Alors on pourrait se dire pourquoi l'Australie ? Parce que ça a été le pays dans lequel on a implanté cette équipe qui est composée d'Anglais et d'Australiens. Parce que c'est l'un des premiers pays à avoir privatisé partiellement ces services publics, en tout cas mis des opérateurs privés sur certains services publics. Et ce qui nous a permis d'avoir un terrain d'expérimentation intéressant au début du fonds, qui s'est situé en 2006. Vous voyez, Nick Langlais, qui vient d'ailleurs souvent à Paris, il a été le cofondateur d'un modèle rare, qui veut dire prix ajusté du risque sur les infrastructures. En anglais, c'est un acronyme. Et ce modèle a été créé en 2006 et a donné la naissance au fonds en 2010. On en parlera dans un instant de ce modèle propriétaire rare 200. Voilà, une équipe stable avec des gens qui sont plus des spécialistes. En fait, c'est les anciens professionnels des infrastructures qui font un fonds infra et non pas des financiers qui gèrent un fonds infrastructure. C'est complètement différent. C'est tout ce qui sous-tend le modèle rare 200. On va continuer peut-être, Imen, voilà, justement en allant un peu plus dans le détail du fonds. Ce fonds, donc, alors là, ce sont les données, alors j'ai les dernières données au 31 mai 2025, donc ça s'appelle ClearBridge Infrastructure Value Fund. Quelques données que vous voyez, vous avez peut-être du mal à décrypter, je vais vous aider sur ce premier diapo. Donc, on voit ici notre objectif de inflation des pays du G7, c'est OECD G7 CPI, c'est-à-dire corps inflation, l'inflation, voilà, plus 5,5%. Donc, notre objectif avec ce portefeuille est de faire une performance supérieure à l'inflation dans les pays du G7, c'est-à-dire chez nous, de 5,5% sur un cycle économique. Vous allez voir que, bon, il y a des années comme en 2022, où avec une inflation galopante, on n'a pas réussi. Mais malgré tout, vous allez voir qu'on y réussit, enfin, on réussit plutôt bien. Donc ça, on va dire, c'est un benchmark, un indice de référence. C'est plutôt un objectif de performance. Et puis, il y a un benchmark, c'est le FTSE Global Core Infrastructure 50-50 indice. Voilà. Le fonds est article 8, il est géré en euros. Ça, c'est intéressant de le savoir. Et il pèse 774 millions d'euros. À fin mai, vous voyez qu'il y a 32 lignes. Et si on prend tous les frais, c'est-à-dire tous les frais de gestion, tous les frais cachés, etc., ce qu'on appelle le total expense ratio ou frais courants, on est à ce que vous voyez ici au tableau 1,97. Il est article 8, ça veut dire que justement, il poursuit des objectifs de développement durable, en fait. Alors, il n'est pas impactant, mais il a effectivement une politique ESG. D'ailleurs, dans le modèle rare 200, on va prendre la durabilité et les critères ESG comme un critère complémentaire, comme une série de critères complémentaires. On va bien au-delà, on va en choisir plein d'autres critères, pour nous permettre de délimiter cet univers des infrastructures composé de l'ordre de 700 à 800 titres au niveau mondial à un univers plus facilement appréhendable de l'ordre de 200 titres, d'où le nom rare 200, en éliminant effectivement un certain nombre de sociétés et dans certaines, à cause de leur durabilité ou de leurs critères ESG qui ne nous mettent pas en confiance sur les futurs investissements nécessaires. Alors le fonds, peut-être, pour continuer sur ta question, Yann, c'est important et merci de mettre ces secteurs sur la place, n'investit pas non plus dans les infrastructures pétrolières. Non pas tant parce qu'il est article 8, mais parce que le prix des infrastructures pétrolières évolue en fonction de la matière première que ces infrastructures véhiculent. Or, c'est absolument tout ce qu'on cherche à éviter,
Et donc, on est, vous voyez, complètement absent des infrastructures pétrolières. Alors, concrètement, ça donne quoi, ce portefeuille? Eh bien, ça donne au niveau géographique, d'abord, encore un poids des États-Unis à 34,8%. Les États-Unis, ne l'oublions pas, bénéficient largement encore de deux plans qui, d'ailleurs, n'ont pas été remis en question par l'administration Trump, peut-être parce que ces plans bénéficient grandement à des États pro-trumpistes, comme le Texas, par exemple, qui est devenu un hub de la production d'électricité décarbonée aux États-Unis. Je parle du plan de soutien de l'IRA, Inflation Reduction Act, qui en fait n'est plus ni moins qu'un plan d'incitation fiscale à produire de l'énergie propre sur le sol des États-Unis, et du plan des infrastructures, voté il y a un an, de cela de nombreuses années, et qui bénéficie aussi à ce type d'États qu'on appelle les États de la Rust Belt, la ceinture rouillée. Donc les États-Unis bénéficient voilà, d'une position dominante. Dans le fond, après, on n'est pas obligé de les faire représenter à cette hauteur-là. On trouve énormément d'opportunités là-bas, en particulier sur des sociétés comme, vous voyez, Entergy, par exemple. Entergy, c'est la fameuse société qui travaille pour Microsoft pour produire des capacités de production nucléaire afin d'alimenter ces modèles d'intelligence artificielle. On a aussi Constellation, qui n'est pas dans les 10 premières lignes, hein, vous ne les voyez pas, non, mais ils sont dans le portefeuille Constellation. C'est la même chose, mais sur le fameux site de Three Miles Island, sur la côte Est, pour différentes boîtes, dont Meta, hein, par exemple. On va trouver donc la France, après, en deuxième position, à 11,97, vous voyez, part importante de la France. Le Canada à 11,62, Royaume-Uni 11,30, Espagne 10,73, Allemagne, qui là aussi, un plan lié au réarmement sur les infrastructures a été voté, dont devrait d'ailleurs bénéficier Vinci, d'où sa position dominante en ce moment dans le portefeuille. Voilà. Italie, Australie, un petit peu d'émergents. On n'a pas pour vocation dans les émergents, mais lorsqu'une opportunité se présente, on va aller la saisir. Là, il se trouve que c'est des énergies renouvelables propres, voilà, donc au Brésil, et puis un peu de cash dans le portefeuille 3,07. En termes de secteur, l'électricité, voilà, c'est toute la thématique de l'IA, de la décarbonation, mais aussi du transport ferroviaire, par exemple, qui connaît un véritable renouveau aux États-Unis. Nous, on ne s'en rend pas compte vu d'Europe. Mais par exemple, une boîte comme CSX Corporation a contribué à la performance sur le mois de mai. D'ailleurs, le mois de mai a été très bon hein, pour les infrastructures cotées. Elles ont vraiment enregistré de solides gains absolus en mai, et on va voir un peu peut-être dans un instant qui a contribué. Mais CSX complètement bénéficie en fait du plus grand chemin de fer. C'est le plus grand chemin de fer coté en bourse aux États-Unis, et en termes de capitalisation aussi, c'est la plus grosse société. Elle a à peu près 20 000 miles de voies ferrées, et elle opère dans 23 États, et on a connu un véritable rebond au mois de mai. Voilà un peu l'orientation du fonds. J'espère que ça vous donne une saveur un peu plus précise. D'autres titres peut-être, Severn Trent, le deuxième titre, ben, ils ont une exclusivité de distribution d'eau potable en Grande-Bretagne, je crois qu'il inclut le pays de Galles. En tout cas, il y a plusieurs millions de personnes qui effectivement ont de l'eau potable grâce à eux. Nextera Energy, c'est une plateforme d'énergie assez classique qui a de plus en plus migré vers les énergies renouvelables aux États-Unis. Ferrovial, bien connu donc en Espagne, avec une entreprise qui gagne des marchés en Amérique latine, mais en Europe aussi. E.ON en Allemagne, on a parlé de l'Allemagne tout à l'heure, Enel, etc. Donc voilà un peu la teneur du portefeuille en termes de répartition géographique et sectorielle. C'est un portefeuille qui se veut concentré. Hein. 32 lignes en ce moment. Vous voyez, Ouais. les 10 premières représentent quand même 41,41% du fonds. On peut aller un petit peu au-delà, mais oui, en général, effectivement, on est relativement concentré. On parle d'un univers de 700 titres, et on a ce modèle rare de 100. C'est ce fameux modèle propriétaire qui nous permet de limiter notre pipeline de recherche, en quelque sorte, nos recherches à 200 sociétés. Et comment on va éliminer les autres? Eh bien, on va évidemment utiliser les méthodes classiques de discounted cash flow, et de comprendre quel est voilà, le prix réel de la société à l'heure actuelle, et combien on peut en attendre d'après les projections qu'on a dans les mois à venir. Tout ça, on les utilise, mais on va pondérer toutes ces données avec avec d'autres données. Par exemple, on va prendre des données ESG que j'ai expliqué tout à l'heure. On va prendre des données aussi variées que la liquidité sur le titre, que la durabilité en termes, non pas ESG, mais la durabilité en termes physiques, et le CAPEX nécessaire pour faire face à cette durabilité nécessaire à être injecté
Voilà, donc tout un tas de données qui vont nous permettre de réduire ce chiffre à 2 ans, sur lequel après on va faire notre étude fondamentale et arriver à un portefeuille de 30 à 60 titres. On peut quand même aller au-delà. Voilà ce que je voulais dire. À chaque étape, on gère les risques et sur la 3e et 4e étape, on inclut des données macroéconomiques. On regarde les États, on regarde l'évolution, par exemple, parlementaire. Est-ce qu'on est plus vers une nationalisation, une privatisation de ces infrastructures, etc., etc. Et pour arriver à ce portefeuille final, qui donne en termes de caractéristiques techniques des données intéressantes. Si on regarde d'abord la volatilité du fonds, donc c'est ce qu'on appelle l'écart type, la volatilité, on voit qu'on a un portefeuille qui se situe entre 9 et 12% de volatilité, ce qui est très faible. Voilà. La tracking error, ouais, c'est une gestion active, pardon. Hein, on part d'un univers assez large finalement pour arriver, comme Mimène le disait, à un portefeuille de toute façon, même s'il y a 60 titres, assez concentré. Voilà. Et puis peut-être ce qui est intéressant de regarder, c'est surtout le ratio Sharpe, c'est-à-dire la contribution du risque pris par le gérant par rapport au benchmark, par rapport au taux sans risque, excusez-moi. Et donc, on voit qu'il est positif de façon constante et il approche même les 1 sur l'année qui vient de s'écouter. C'est-à-dire, voilà, 1, ce serait le maximum. On est à 0,90. Donc, on voit que chaque élément de risque pris par rapport au benchmark de référence a été payé en retour sur toutes ces périodes par un rendement complémentaire. Le mois de mai a été bon. Et ce que tu dis également, c'est que, a priori, la perspective du reste de l'année 2025 est favorable, justement. Donc, oui, le mois de mai, on a gagné 2,85. Si tu peux revenir sur la diapo précédente, s'il te plaît. Bien sûr. Pour voir les performances, parce que voilà, là, on a les performances année civile s'arrêtant en 31 mai 2025. C'est un peu compliqué, mais je vais tout de suite vous expliquer. En bleu marine, le fonds, dans sa part A, tel qu'il est chez Easy Bourse. En bleu ciel, à côté donc. L'objectif d'inflation des pays du G7, plus 5,5%. OECD, G7, CPI, plus 5,5%. En bleu ciel. En vert, oui, enfin en espèce de vert, voilà, le FTSE, le benchmark, l'indice de référence, le FTSE Global Core Infrastructure, et en gris, la moyenne de la catégorie Morningstar. Parce qu'évidemment, chaque fonds évolue dans une catégorie Morningstar, il y a une catégorie infrastructure cotée, donc vous avez la moyenne des performances. Donc, ce qui est intéressant de regarder sur ce tableau, c'est d'abord l'année 2022, parce que l'année 2022, c'est quand même une année très compliquée. D'abord parce que l'objectif de performance, donc inflation G7 plus 5,5, le bleu ciel nous place à 13,63. Souvenez-vous, on avait une inflation à 7-8%, plus 5,5, ben voilà, ça nous place à 13,63. On n'a pas réussi ni en 2022, ni en 2023, d'ailleurs, à battre cet objectif d'inflation. On le verra sur la fiche produit dans un instant. Par contre, si on regarde la performance moyenne de la catégorie Morningstar, c'est moins 5%. C'est plutôt bon, moins 5%. Parce que si on regarde la performance des fonds actions en 2022, ça va de moins 10-12 à moins 40 pour certains fonds de technologie, hein, vu la remontée énorme qu'on a eue en 2022. Or là, la catégorie Morningstar est à moins 5 et le fonds, vous voyez, dans sa part disponible, est à presque 1%, 0,91. Il faut savoir que c'est un fonds qui est noté 4 étoiles Morningstar. Hein. Absolument, 4 étoiles Morningstar, c'est un des meilleurs fonds de sa catégorie. Et on voit que là, à fin mai, la performance est plutôt cohérente, non seulement avec l'objectif d'inflation, la performance du benchmark et la catégorie Morningstar. Enfin, je veux dire, on est bien supérieur à ces trois autres repères. Donc, on a pris cette deuxième diapo qui, elle, montre le taux de rendement interne du portefeuille, qui est dans cette courbe bleue, là, que vous voyez. Et en bleu ciel, où c'est écrit Target Return, entre 8 et 10%, c'est le taux de rendement nécessaire pour atteindre notre objectif d'inflation des pays du G7 plus 5,5%. Or, depuis 2022, on le voit, hein, le rendement, en fait, est supérieur au rendement total du fonds. Donc, et de toute façon, dans l'historique du fonds, ça se voit à chaque fois. On voit le rendement du portefeuille, le rendement total qui rattrape. Le rendement du portefeuille qui s'améliore, le rendement total. On est dans une de ces périodes où, de par 2022, on rattrape en fait le rendement total du portefeuille et donc il est intéressant pour toutes les raisons et celle-ci aussi, que je vous ai dit tout à l'heure, et celle-ci aussi, de regarder cette classe d'actifs, des infrastructures cotées, parce qu'elles sont sous-valorisées par rapport aux non cotés, parce qu'elles ont toutes les caractéristiques un petit peu de croissance séculaire dont elles devraient bénéficier dans les sous-secteurs qu'elles couvrent pour les années à venir.
Donc, vous l'aurez compris, c'est un fonds phare, donc ce qu'on appelle un fonds vedette de la société de gestion. Vous l'aurez compris que c'est un fonds de qualité qui est encore une fois justement donc bien noté. Et vous avez cette possibilité de retrouver sur le site internet, sur la homepage du site internet de Easy Bourse, pardonnez-moi, une interview qui reprend un peu les différentes caractéristiques que justement Jean-François vient d'indiquer et qui donne accès à la fiche valeur pour de nouveau vous faire une idée du fonds, donc ses principales positions, mais également en fait sa répartition par actif, par zone géographique, par secteur d'activité. Également des éléments relatifs à la dimension donc durable du fonds. Ici, vous voyez que depuis, donc sur un an glissant, donc c'est une performance annuelle, donc le fonds fait 13%. Voilà, et ensuite, voilà, tout un tas d'autres informations. Donc, encore une fois, sur la dimension durable du fonds, ce qu'il contient ou ce qu'il ne contient pas. Chose importante concernant les frais, c'est un fonds qui est à droit d'entrée et droit de sortie 0%. Donc, vous n'avez pas de coûts supplémentaires donc de courtage lorsque vous vous positionnez sur ce fonds-là. Et donc, ça a vocation à demeurer ainsi. Est-ce que tu veux ajouter d'autres éléments, Jean-François, éventuellement? Non, moi je pense vraiment que voilà, ce sont des choses finalement auxquelles on n'a pas assez pensé. Mais le Covid d'abord a souligné la nécessité d'une forme d'indépendance stratégique. Les événements de 2022 ont souligné la nécessité d'une autre forme d'indépendance stratégique. Cela, plus toutes les données telles que la décarbonation, la transmission de données, l'intelligence artificielle, fait que voilà, on va vers un monde où les infrastructures, on se rend compte que elles sont importantes, que nos nouveaux partenaires, nos nouvelles façons de consommer vont nécessiter des investissements dans ces infrastructures. Et moi, je vous propose de participer finalement en creux à tous ces futurs investissements. Donc, ça va de l'IA en passant par toutes les infrastructures d'énergie décarbonée, par exemple, et de jouer ça à travers un portefeuille bien géré qui est noté 4 étoiles Morningstar. Voilà, et qui a une série de 4, c'était important de le dire, donc un niveau de risque de 4, qui est géré en euros aussi. Donc voilà, c'est quand même, ça devrait pouvoir figurer quelque part un peu comme un socle prudent visant à faire mieux que l'inflation des pays du G7, c'est-à-dire chez nous, plus 5,5% sur un cycle économique. Et on pense qu'on est bien positionné pour repartir à la hausse comme on l'était sur la période 2020-2022. Ça a été assez clair, en fait. En tout cas, je pense que les informations ont été relativement complètes. Du coup, il me reste juste à te remercier. Moi qui vous remercie de votre attention et qui te remercie. Je vous remercie énormément à tous. Et puis, encore une fois, merci à toi, Jean-François. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session de webinaire sur éventuellement un autre sujet porteur. Donc voilà, je vous souhaite une très, très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.